Alors, pour lancer la discussion, puisqu'on avait plusieurs communications, hein, la première, donc, M. Fialet est reparti sur le cadre juridique, la deuxième sur le cadre budgétaire, un petit peu sur ce financement des politiques publiques touristiques. On a vu également un certain nombre d'outils économiques, conceptuels autour du patrimoine et de tout ce que ça impliquait pour le gérer de manière durable. On a vu également un cas particulier, micro-histoire, je dirais presque, hein, sur la possibilité de faire de la GRH un outil de promotion des territoires. Ça, c'est une idée originale. Et donc le dernier sur les écrivains c'est très difficile à dire. Donc voilà ce qu'on devait entendre. Voilà, donc je laisse la parole. Il y avait peut-être une remarque, une question. Voilà. Oui, d'abord pour Nantes, ce qui vient d'être dit, donc correspond justement à ce par quoi je voulais commencer, à savoir que la ville de Nantes, évidemment, a bien compris qu'il y avait une image déplorable, donc liée à l'esclavage, etc. Et donc, on sent bien que la démarche elle est extrêmement pensée. Pour des gens un petit peu lettrés, un peu cultivés, je pense que la démarche elle est à la fois bien pensée et en même temps un tantinet maladroite, parce que ça peut aussi être contre-productif, parce que du coup, quand on communique, on prend le risque justement de mettre la lumière sur un certain nombre d'éléments qu'on ne contrôle jamais véritablement. Par rapport à une simple suggestion, par rapport à une question que vous avez posée, est-ce que c'est productif ou contre-productif, etc., cette association entre un littéraire, un savant, ou en tout cas un homme de lettres, et l'efficacité touristique? Il me semble qu'il y a une hypothèse à formuler, à savoir le profil sociologique particulier et déterminé des personnes qui se sentent concernées. Moi, je suis allé à Chambéry et en général, quand il y a des pièces de théâtre, des scènes, donc en gros des textes de Rousseau qui sont lus, il y a plus de membres du personnel dans l'enceinte que de clients. Et effectivement, on a affaire à un jeu culturel de couche moyenne intellectuelle, et dont nous faisons partie d'ailleurs. Donc, il faut qu'on balaye devant notre porte. Donc, c'est une vision de la culture, c'est une culture savante. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, avec peut-être la nuance que ça dépend aussi finalement du statut de l'écrivain. Parce que c'est vrai que La Fontaine et Verne sont plus populaires et sont peut-être plus susceptibles finalement d'intéresser ou d'attirer des visiteurs. Bon, Montesquieu, c'est quand même autre chose déjà. Oui. Montesquieu, c'est autre chose. Rousseau aussi, à la limite, c'est quand même des... Et juste pour finir, parce que j'étais très intéressé par une dialectique que vous avez évoquée. Moi, je parle plutôt de dialogique, mais bon, c'est un peu le même sens, entre l'universel et le singulier. C'est-à-dire que la France, elle est empêtrée du point de vue de son identité et de sa culture dans un paradoxe. À la fois, elle se veut le symbole de la culture universelle, de la démocratie, des droits de l'homme, etc. Donc il y a toute une dimension de France une et indivisible, à travers de beaux principes et de belles valeurs. D'ailleurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité, démocratie, tout ça, on va quand même passer la branche sur laquelle on est assis, parce que même si à la fois les principes sont beaux, mais dans la pratique et la réalité, la France est un pays, comme toutes les sociétés démocratiques contemporaines, égalitaire dans les principes, inégalitaire dans les faits. Et on le voit à tous les niveaux des rapports sociaux. Mais donc, à la fois, on a cette dialectique d'universalisme, et en même temps, la France et ses fromages, ses terroirs, sa diversité. Et donc, c'est un aller-retour en permanence entre le un et le indivisible, et en même temps l'unité nationale. Et simplement pour faire deux remarques concernant, très générales concernant ce que j'ai entendu et que j'ai vraiment apprécié toute l'après-midi. Moi j'ai un critère, c'est que j'ai trouvé que ça avait passé vite, donc déjà, ça montre déjà que subjectivement, pour moi, pourquoi j'ai apprécié énormément cette journée, au-delà de cet après-midi, c'est que c'est une journée heuristique, c'est-à-dire ça apporte un plus à la connaissance, et donc ça fait réfléchir, ça donne à réfléchir, ça donne à penser. Et en tout cas, pour justement continuer le débat, parce que ce n'est qu'un début, comme on dit, on va continuer le combat pour la connaissance, le savoir, etc., pour tous. Eh bien, première remarque, nous ne sommes plus dans une société de service public. C'est un fantasme entretenu par les politiques de droite comme de gauche. Nous sommes passés d'une société de service public à une société de service à des publics. Et justement, tout ce qui a été dit tout au long de l'après-midi, on voit bien que du point de vue du tourisme,
qui est un champ économique parmi d'autres, mais pas un champ économique uniquement. C'est un champ politique, un champ idéologique, etc., y compris poétique, tant mieux. Eh bien, on voit bien que cette société de service à des publics, eh bien, elle nécessite de ciblage, justement de population cible. Et donc, il y a un travail, et c'est pour ça que les sciences de gestion sont vraiment intéressantes dans les apports qui peuvent compléter justement les approches à la fois psychologiques, sociologiques, économiques, historiques, etc. Donc cette société donc, de service public, eh bien, c'est tout simplement une concession faite à l'économisme. Et donc tout est produit, tout est vendable, tout est marchandisable. Donc on a une vision mercantile des rapports sociaux. Et je ne dis pas, et je ne pense pas, que l'économie ce ne soit pas important. Je ne dis pas non plus que le marché ce ne soit pas central et essentiel. Mais ça n'est pas comment dirais-je, la dimension unique et encore heureuse des rapports sociaux. Et tout n'est pas réductible à l'intérêt et justement à l'individualisme mercantile. Et dernière idée sur laquelle je crois qu'il faudra peut-être continuer à réfléchir et à penser les choses. Et ce que nous vivons, c'est le fait qu'il ne faut jamais confondre l'analyse de la réalité sociale avec l'analyse du réel. Il y a un monde entre ce qui est vécu, c'est-à-dire le réel, qui est extrêmement et infiniment plus complexe que la réduction aux réalités qui nous servent d'objet d'étude. Et donc, évidemment, la réalité sociale, elle est complexe, il faut la simplifier pour la rendre visible. On en parlait en aparté avec notre amie Véronique tout à l'heure, et elle disait effectivement que si on ne simplifie pas, rien n'est visible. Donc, tout ce qui est complexe est enfoui, et donc notre rôle, collectivement, il faut d'une part sortir de nos propres disciplines, mais en même temps débattre à l'intérieur de nos disciplines, et aussi s'ouvrir aux disciplines partenaires et non pas concurrentes, y compris dans une société libérale. Et donc, il me semble que analyser des réalités, ça nécessite effectivement une simplification, et comme vous l'avez fait, puis des autres collègues et camarades tout au long de cette journée, à savoir que nous sommes tous les uns et les autres dans une démarche hypothético-déductive. C'est-à-dire que nous posons des questions, nous interrogeons la réalité, parce que je ne vois pas comment la réalité pourrait apporter des réponses si nous ne nous posons pas des questions. Et du coup, eh bien, nous proposons des réponses anticipées à nos enquêtes, à nos études. Et précisément, l'identité comme la recherche, c'est toujours incarné. Tous les lieux, tous les phénomènes, disent les philosophes, sont toujours situés dans le temps et dans l'espace. Et donc c'est un défi majeur. Et je me réjouis de voir que finalement, épistémologiquement parlant, même si au-delà de nos divergences ou de nos spécificités intellectuelles et disciplinaires, eh bien, nous sommes tous inscrits dans une démarche hypothético-déductive. C'est pas simple, c'est pas facile, mais je m'adresse là aux étudiants. Si vous voulez poursuivre, non pas une carrière, mais tout simplement poursuivre une réflexion utile pour vous, en tant que futur professionnel et aussi en tant que futur citoyen, eh bien, intégrer la complexité épistémologique et méthodologique. C'est-à-dire, en gros, écoutez ce qu'on vous demande et surtout, rappelez-vous bien que l'étymologie du mot travail, c'est tripalium, engin de torture. On n'est pas à l'université pour éprouver du plaisir, même si de temps en temps, ça peut être agréable. L'objectif, c'est de se former intellectuellement. Excellent. Oui, commentaire et éventuellement question. Alors, sur la communication de Saïda Erasli et Véronique Massot, donc j'ai bien apprécié vos limitations à la fin et vos interrogations, c'est-à-dire mutualisation. Je serais tenté de vous suggérer de suivre à l'avenir, parce que pour l'instant il n'y a pas assez de matière, mais ce qui se passe dans ce que j'ai évoqué dans les contrats de destination, qui nécessairement regroupent un certain nombre d'acteurs locaux, et il faudra bien que, je disais, un chef de file, vous aviez repris l'idée, chef de file qui n'est pas forcément d'ailleurs une commune, hein, il peut y avoir un autre type de chef de file, et avec une politique GRH un peu centralisée au niveau d'une destination. Parce que si on continue à laisser tous les acteurs agir, donc toutes les communes, à ce moment-là, c'est la cacophonie. Tout le monde a son équipe. En plus, avec les saisonniers, c'est très difficile d'être aussi exigeant comme que vous le souhaitez avec les saisonniers.
on prend en saisonnier ce qu'on trouve, hein, ceux qui acceptent d'être saisonniers. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, bon, vous avez évoqué la e-réputation. Le plus difficile va être de mettre au même niveau la e-réputation et la réputation sur le terrain. C'est-à-dire l'équipe qu'on va rencontrer, parce qu'on peut avoir un très beau site internet, superbe, etc., et puis être reçu, bon, je vois ce qui se passe dans ma ville, on va à l'office de tourisme, on est reçu comme un chien au milieu d'un jeu de quilles, on se dit, alors, franchement, ça ne va pas. À côté de ça, il y a des sites extraordinaires avec des panoramas, on fait tourner les caméras, etc. Bon. Donc, e-réputation, et puis la réputation effective. Et puis, moi je me réjouis d'avoir entendu ce que vous venez de nous présenter, puisque j'évoquais le tourisme de mémoire. Donc, vous serez certainement sollicité si, dans le cadre du DRAL, on fait un colloque sur le tourisme de mémoire, parce que qui semble bien se profiler à l'horizon. Mais là aussi, vous avez évoqué à la fin les écrivains, ok, mais quid des musiciens, des peintres, etc. Et lorsque dans une ville, on a en fait des illustres. Alors est-ce qu'il y en a un qui l'emporte sur l'autre, ou est-ce que c'est globalement moi je vois à Nice, bon, on a eu un grand musicien, Berlioz, qui est allé composer. Oui, en Isère. Oui, non mais Nice romantique est quand même Berlioz, et puis bon, on a là toute une série de grands peintres, aussi les écrivains. Ce qui serait d'ailleurs, alors c'est une question, est-ce que sur les sites que vous avez consultés, est-ce que ces sites sont en anglais, du moins pour les grands écrivains? Oui, alors d'abord la première remarque, avant de répondre en anglais, quand il y a trop finalement, ça entraîne un effet d'abandon. Ouais. Le cas c'est Paris finalement. Oui. On trouve à Paris finalement, il y a abondance. Il y a une telle abondance que finalement quand on cherche, on trouve des mentions des lieux, la maison de Victor Hugo, la maison de Balzac, parce que là ce sont des lieux qui se visitent. Mais après il y a très peu de contenu finalement sur les écrivains eux-mêmes, parce que justement il y aurait trop à dire et il y aurait trop. Donc après c'est vrai que bon, le cas de Rouen montre bien justement que les peintres l'emportent sur les écrivains, alors même que Corneille et Flaubert, bon, alors Corneille bon, par sa célébrité, mais Flaubert par le passage de Madame Bovary qui se déroule à Rouen. Enfin, et c'est vrai que là, il y a vraiment une concurrence patrimoniale et que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est plus facile de faire visiter un musée avec voilà. des tableaux qu'un musée avec des images. Et même sur un site internet, finalement, c'est vrai que la peinture bon, se montre tout de suite. Alors, l'œuvre écrite offre des citations finalement, qui permettent d'évoquer les lieux. Mais la peinture offre une image visuelle, donc c'est vrai que là, il y a une concurrence quand même qui... Il peut y avoir la reproduction en plein air de certaines œuvres. Voilà. Alors sur l'anglais, pardon, excusez-moi, ça dépend, en fait, là, c'est vraiment, comment dire, les moyens de la diffusion. Le site de Bordeaux, par exemple, tout est traduit non seulement en anglais, mais les pages que j'ai montées sont traduites en allemand, sont traduites en espagnol, on peut les consulter dans toutes ces langues. En revanche, la Brède, non, c'est qu'en français. La Ferté-Milon, c'est qu'en français. Château-Thierry aussi. Là, je pense que... Alors, je me suis posé la question, parce que justement, à qui on s'adresse finalement? Est-ce qu'on s'adresse à un tourisme national, ou est-ce qu'on s'adresse à un tourisme international? Mais en tout cas, à partir des sites eux-mêmes, je pense qu'on n'a pas les éléments pour y répondre, parce que c'est trop dépendant finalement du coût et en gros de la puissance. Bordeaux est même traduit, je crois, en afrikaans. Donc bon, c'est sans doute pas comme la cible majeure, même si avec le vignoble, le fait tout ça. C'est le chinois aussi. Il faudrait revoir le site, moi je me reconnaître, mais c'est traduit dans beaucoup de langues. En fait, c'est la totalité du site qui est traduite. Alors, je vous signale que dans certaines villes, notamment à Nice, il y a des chemins qui ont été balisés avec des tags électroniques que l'on peut suivre avec son smartphone. Hein? Donc vous passez devant un tag, puis vous écoutez ce qu'on vous raconte, et puis on vous donne la suite de l'itinéraire. C'est une formule qui est intéressante.
Et je pensais notamment à Nantes, pour, je ne sais pas si ça se fait, pour Jules Verne, cet itinéraire donc, de Jules Verne, ça pourrait être intéressant. D'après les contenus que je suis, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'en gros, il faut imprimer la page et puis la suivre. Mais il faudrait vérifier à l'office de tourisme demain. Ça se développe beaucoup. Mais ces nouvelles technologies peuvent être extrêmement intéressantes. Et puis alors juste deux petites informations. Enfin, bon, vous savez que, parce que je l'ai évoqué, mais très rapidement, puis je ne l'ai pas étudié, il y a la Maison des Illustres, qui est soutenue, enfin c'est un label qui est donné par le ministère du Tourisme et à tout France. Donc, est-ce que ça peut recouper ce que vous avez présenté? Et par ailleurs, donc, oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'à Clermont-Ferrand, il y a une équipe d'historiens qui travaille sur la route des écrivains. Donc je vous mettrai éventuellement en contact, parce que de par les recherches, et je ne suis pas arrivé jusqu'à vous, donc c'est bien là. Les colloques ont aussi cet avantage de mettre en contact des personnes qui travaillent sur des thèmes voisins. Donc, j'ai été mis en contact avec une équipe d'historiens qui, à Clermont-Ferrand, travaille là-dessus. C'est des pistes intéressantes. C'est la Maison des Illustres. Il faudrait que j'aille voir. Oui, c'est un label. Voilà, mais c'est vrai que c'est des pistes intéressantes. Toutes les routes des Phéniciens, des choses comme ça, au niveau européen aussi, ça existe. Oui, ce genre de choses. Qui est plus européen pour le coup que municipal. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, ce que je voudrais signaler à l'intervenant, une maison à caractère mixte, c'est Vauvenargues, Plenex, qui est la maison du mémorialiste, et c'est également une maison où il y a des fresques de Picasso absolument gigantesques, puisqu'il en a été le propriétaire pendant un certain temps. Il a peint les murs. Donc il a un lieu de mémoire double. J'ai regardé sur internet pour Kipling, vraiment ceux qui a fait 3 séjours à Vernet-les-Bains. Ah voilà, c'est ça. Voilà, merci. En 1910, 1911 et 1914. Et sur le site, je crois qu'on le voit sur le site Vernet-les-Bains, il y a une maison, enfin, il y a une ça c'est Anne-Marie, est-ce que tu veux faire la conclusion de la journée? Très rapide. Voilà, parfait. Très rapide. Alors, écoutez, moi, cette journée consacrée au tourisme a été d'une très grande richesse. Quelles que soient les approches disciplinaires, moi, je vous avoue, et c'est rare quand même, toute la journée, dans un colloque, je n'ai pas eu de coup de pompe et mon attention n'a pas baissé. Je le dis sincèrement. Je n'ai pas vu le temps passer et j'ai été vraiment subjuguée par la journée, toutes les interventions qui ont été faites, donc l'intervention de mon collègue ami, les personnes qui sont intervenues donc, ce matin, l'intervention de mon collègue basque, mes collègues Saïda, Véronique, que j'ai trouvé votre travail extrêmement original, le travail de Nicolas Diméo, l'ensemble. Je ne sais pas, s'il fallait que je mette une note, je serais très embarrassée. On va faire comme Jacques Martin, on va mettre 10 à tout le monde. Voilà, le travail de mon collègue géographe, tout a été, je dirais, passionnant, et je trouve que le tourisme, quand même, est très porteur en termes de recherche, il nous fédère. Et j'ai ressenti aussi dans cette journée un climat de convivialité très grand. Mais je le dis parce que ce n'est pas toujours le cas dans les colloques. C'est pas toujours le cas. Et j'ai senti beaucoup de chaleur humaine, outre la qualité scientifique, moi je me suis sentie très bien aujourd'hui parmi vous. Et je crois, je regarde mon collègue Jacques, j'ai aussi énormément apprécié, excuse-moi si j'en ai oublié tout à l'heure, ton intervention, ta gentillesse. Et je crois qu'on serait tous très heureux de continuer à travailler. Et je te regarde parce que tu es à la tête de la commission tourisme. Et cette journée nous permet de commencer à travailler ensemble sur différentes problématiques
colloque sur la mémoire sociale qu'on peut co-organiser avec Perpignan, nous on est à ta disposition, mais je crois qu'on peut engager beaucoup d'autres projets dans le tourisme, chacun avec ses idées, ses spécificités, et en tout cas moi je vous remercie du fond du cœur, ceux qui sont là et puis ceux qui malheureusement sont partis, d'avoir honoré l'Université de Perpignan de votre présence. Je remercie très vivement aussi les collègues de Perpignan qui sont là, qui ont contribué à l'aura de ce colloque. Je remercie très vivement Martin, parce que Martin aussi a beaucoup d'occupations et donc il a passé beaucoup de temps. On a beaucoup travaillé sur ce projet que mène Martin, qui est le directeur de l'IDM, il va être directeur du CRECEM, et je sais qu'il a passé un temps, une énergie folle pour la fédération du centre, et donc qu'il nous consacre du temps, c'est précieux pour nous. Donc moi je vous remercie très vivement, je remercie encore à nouveau les étudiants qui sont restés cet après-midi, qui ont été là aujourd'hui, et je rappelle que notre UFR était en congé. Voilà. Je voudrais quand même, avant de partir, remercier la cheville ouvrière de l'opération, parce qu'elle a évoqué la dimension à la fois scientifique et conviviale, celle qui nous est chère, effectivement, à tous et à toutes. Et je pense qu'elle a su aussi donner de son temps, de son énergie et de sa grande compétence. Et je pense qu'elle a été aussi à l'impulsion et au cœur d'une dynamique qui doit être, de mon point de vue, poursuivie ultérieurement, notamment dans des collaborations que je souhaite vivement et ardemment. Voilà.